Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce magazine consacré au Moyen-Orient. Au programme, cette semaine, des témoignages sérieux sur l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Washington et Londres affirment détenir des indices. On fera le point dans un instant. Nous irons également en Israël suivre une unité de bédouins, des soldats arabes qui servent dans l'armée israélienne. Enfin, nous terminerons en musique avec une vedette irakienne. Le régime de Bachar al-Assad a-t-il utilisé des armes chimiques contre sa population? Ce constat semble se préciser. Paris a déclaré ne pas en avoir la certitude, mais Washington et Londres affirment avoir des indices probants. En août dernier, Barack Obama avait averti que si le régime syrien se servait de ces armes, il franchirait une ligne rouge. On peut donc se demander si cette nouvelle donne va changer la position des États-Unis. Le point avec Alexandre Turnbull. Des vidéos amateurs troublantes, mais aussi des témoignages concordants. Il y a eu comme une odeur, donc nous sommes sortis et j'ai commencé à avoir la tête qui tournait et les yeux rouges. Autant d'éléments à charge contre le régime syrien qui utiliserait donc bel et bien des armes chimiques. Une information que Washington a dû, après plusieurs semaines, se résoudre à confirmer. Les services de renseignement américains ont établi que le régime syrien a fait un usage localisé d'armes chimiques, plus particulièrement du gaz sarin. Conséquence, les États-Unis et leurs alliés, y compris la France, ont promis une enquête approfondie. S'il était avéré qu'il y a utilisation des armes chimiques en Syrie, à ce moment-là, ça change pas mal de choses. Une enquête donc, mais rien de plus pour l'instant. En août dernier, Barack Obama lui-même avait pourtant fait montre de fermeté. La ligne rouge serait pour nous le déploiement ou l'utilisation d'armes chimiques. Cela changerait mon appréciation de la situation. Et l'administration d'évoquer à l'époque des frappes aériennes ciblées contre l'armée de Bachar al-Assad. Mais si certains élus américains, dont le républicain John McCain, réclament une intervention rapide, pas sûr que Barack Obama se laisse tenter, alors même que des milliers de soldats sont déployés en Afghanistan et que la France est toujours engagée au Mali. Si ces vidéos sont ce que l'on va voir de pire, ce ne sera pas suffisant pour faire changer la politique de Barack Obama vis-à-vis du conflit syrien. Vous ne verrez pas d'action militaire rapide. Obama va vouloir rassembler la communauté internationale. Il ira aux Nations Unies et il évaluera les conséquences politiques d'une nouvelle approche. L'ONU, ou aussi bien la Russie que la Chine, sont fermement opposés à toute résolution visant la Syrie. L'ONU, où résonnent encore les discours belliqueux des responsables américains, invoquant, il y a plus de 10 ans, de mystérieuses armes bactériologiques pour justifier cette fois une intervention en Irak. Le patrimoine syrien est en danger. Nous en parlions la semaine dernière. La guerre qui sévit dans le pays depuis 2 ans a détruit des vestiges classés par l'UNESCO. Parmi ces monuments, la mosquée des Omeyyades d'Alep, ce lieu de culte qui date du XIIIe siècle, est particulièrement détruit. Vous allez découvrir ce qu'il en reste dans ce reportage. Omar, un jeune étudiant en archéologie, a accepté de nous y conduire. Au moment du tournage, le minaret de la mosquée était encore intact. Aujourd'hui, il n'est plus. Stéphane Villeneuve et Amar Abdelrabou. De ce côté-ci de la ligne de front, dans les quartiers tenus par les rebelles, la population vit au jour le jour. Pour leur survie, ils s'en remettent de plus en plus à Dieu. Les troupes du régime le savent bien et pour l'exemple, ils n'ont pas hésité à attaquer à l'arme lourde une des plus anciennes mosquées du monde arabe. Pour y accéder, il faut traverser le vieux souk d'Alep, totalement détruit par l'aviation du régime. Un dédale de ruelles pour atteindre une des perles de l'islam, la mosquée des Omeyyades. On est à l'entrée de la grande mosquée Omeyyade d'Alep. On est devant le sanctuaire du prophète Zacharia. Notre guide s'appelle Omar, il est étudiant en archéologie. Il nous parle à visage caché. Ici, les services secrets de Bachar font toujours peur. On ne doit avancer que derrière les colonnes, parce qu'il y a beaucoup de snipers. On va sortir tout à l'heure et vous verrez l'ampleur des destructions. Après de violents combats qui ont duré 2 semaines, les rebelles ont réussi à repousser les troupes ennemies. Mais elles ne sont qu'à quelques dizaines de mètres
et tiennent encore la mosquée sous leur feu. Ne sors pas dans la cour, hein. Il y a des tireurs là-bas. Dans leur fuite, les soldats de Bachar ont tout abandonné derrière eux. Ça, ce sont les soldats de l'armée qui étaient basés avant à l'aéroport. On a retrouvé cet album ici à la mosquée lorsqu'ils se sont enfuis. Ça, ce sont les mitrailleuses qu'ils utilisent. Elles sont équipées de jumelles à vision nocturne. C'est ça qu'ils utilisent contre nous. Omar le sait bien, des années seront nécessaires pour reconstruire cette mosquée, classée au patrimoine de l'humanité. Direction Israël où cette semaine, nous allons vous faire découvrir une unité d'élite que vous ne connaissez peut-être pas. Ils sont bédouins, arabes et musulmans et ils servent dans l'armée israélienne. Il faut savoir que la coopération entre les bédouins et les juifs est plus ancienne que l'État hébreu. Inès Olagaray. Dans le viseur, la frontière libanaise. Ce lieutenant-colonel de l'armée israélienne est un bédouin, un arabe musulman né dans le nord d'Israël. C'est aussi l'un des plus hauts gradés d'une unité d'élite de Tsahal, chargée d'empêcher les intrusions sur le territoire israélien. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de surveiller les frontières, mais aussi de préserver une tradition familiale. Mon frère aîné a servi comme parachutiste, mais moi je ne voulais pas. Je voulais marcher dans les pas de mon père, de ma famille, de ma tribu. Je continuerai à surveiller les frontières, même une fois que mon service militaire sera terminé. Dans l'armée israélienne, tous les bédouins sont des volontaires. Ils sont un peu plus de 1600 à s'être engagés dans des unités comme celle-ci. Amar a 19 ans et selon lui, être bédouin est un avantage pour protéger les frontières de toute infiltration. Un arabe comprend un autre arabe mieux qu'un juif ne le pourrait. Quand on est là, on pense comme eux et on anticipe leur stratégie. On a plus ou moins les mêmes méthodes. Et puis, notre religion nous dicte de défendre notre pays. Nous sommes bédouins et nous respectons cette partie de notre culture. La coopération entre le peuple juif et les tribus bédouines est bien antérieure à la création de l'État d'Israël en 1948. Aujourd'hui, les bédouins représentent environ 3% de la population du pays, une minorité qui détient un rôle clé dans la sécurité du territoire israélien, mais qui, de l'autre côté de la frontière, est accusée de trahir ses frères arabes. Ces dernières semaines, l'Irak a été frappé par une vague de violence faisant craindre un retour à la guerre civile qui avait fait des milliers de morts entre 2006 et 2007. Mais le conflit entre chiites et sunnites ne prend pas dans certains milieux. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage. Nos envoyés spéciaux James André et Shadi Shlela ont rencontré l'une des vedettes montantes irakiennes, Maher Ahmed. Ce chanteur qui est de retour en Irak depuis 2 ans enchante tous les Irakiens sans exception. Maher incarne le renouveau de la scène musicale irakienne. Après des années d'exil en Syrie, il est rentré il y a 2 ans pour refaire vibrer les nuits Baghdadi. Je suis chanteur, je travaille pour un label irakien. Je vais vous faire écouter ma musique. Venez. Ce studio, le seul professionnel à Bagdad, a rouvert en 2010. Tous les musiciens du pays se retrouvent ici. Leur rêve, réconcilier tous les Irakiens par la musique. Ici, nous avons des chanteurs de Bassora, du nord, de Diyala. Moi, je vis à Bagdad. Nous travaillons tous ensemble. Les différences, c'est seulement les hommes politiques qui la font. Ils sèment cette zizanie pour servir leurs intérêts, pour obtenir des postes. Nous avons rencontré des hommes politiques qui nous ont demandé de revenir au pays en nous disant « Si vous revenez à Bagdad, la plupart des artistes vont revenir. Vous êtes capable de redonner vie à Bagdad. » Le couvre-feu est levé depuis quelques mois à peine,
et les Bagdadis recommencent à sortir. Tout le monde sort. Tout le monde peut faire la fête en fonction de ses moyens. Presque tous les jours, il y a des fêtes et des occasions de sortir. Comme aujourd'hui, il y a un groupe d'artistes qui se produit à l'hôtel Bagdad. On fête Nowroz, c'est le nouvel an kurde. Mais ici en Irak, il y a beaucoup de gens qui le fêtent. Le retour de stars comme Maher redonne espoir à une population meurtrie par 10 ans de guerre et de violence. La fête reprend tout doucement ses droits, en attendant que Bagdad redevienne la ville des 1001 nuits. Enfin, on termine ce magazine par cette info pratique. Si vous allez à Dubaï et que vous vous faites arrêter par des policiers en Ferrari ou en Lamborghini, ne croyez pas que vous avez affaire à de faux agents. Sachez que 2 semaines après avoir lancé sur les routes une voiture de patrouille de marque Lamborghini, la police de Dubaï a introduit une Ferrari pour renforcer davantage, je cite, l'image de luxe et de prospérité de l'Émirat. Voilà, c'est la fin d'une semaine au Moyen-Orient. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.